Merci Jordi. Alors effectivement, on va changer de registre en sachant qu'il y a quand même quelques points que Gilles a soulignés qui sont aussi valables dans ce contexte. Alors, d'abord, premièrement, la première chose quand on est face à une brûlure chez l'enfant, c'est d'évaluer la gravité. Puisque en fonction de cette gravité, d'une part, vous allez déterminer la prise en charge et d'autre part, vous allez déterminer l'orientation. C'est un peu comme le traumatisé crânien. Donc le facteur majeur d'évaluation de la gravité, c'est la surface. Et vous voyez qu'il y a, eh bien finalement, plus la surface est étendue, plus c'est grave. Ça, je ne vais rien vous apprendre là-dessus. Mais il n'y a pas que la surface, il y a aussi la profondeur, puisqu'il y a, vous le savez, plusieurs niveaux de profondeur. Alors en gros, dès que c'est décollé, c'est du deuxième. Il y a du deuxième profond et il y a du troisième. C'est difficile de faire la distinction entre le deuxième profond, le deuxième intermédiaire, tout ça. En fait, on ne le sait qu'avec l'évolution. Par contre, ce qu'on peut voir chez cet enfant qui a été brûlé par flamme, c'est que vous voyez ici cette peau qui semble presque normale, c'est une brûlure au 3e degré avec de la peau de chamois. Et la seule façon finalement de diagnostiquer le 3e degré, cliniquement, c'est de mettre le doigt dessus et de voir si c'est dur ou pas. Si c'est dur, c'est que c'est du 3e. Alors, il y a aussi d'autres points qui sont importants, c'est la localisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une brûlure de faible étendue, mais très mal localisée. Par exemple, sur le visage, qui va nécessiter une prise en charge particulière, sur les extrémités, brûlures qui sont extrêmement douloureuses, et donc qui vont nécessiter des prises en charge spécifiques. Et puis, il y a un autre point, c'est l'âge, bien sûr. C'est vrai qu'une brûlure de faible surface, vous le voyez ici, chez un tout petit, comme ici, il devait avoir 2-3 mois, celui-là, ou celui-là, qui est une brûlure étendue, mais en plus chez un tout petit, évidemment, ça rentre en ligne de compte dans l'évaluation de la gravité. Et puis, il y a le contexte de l'inhalation de fumée qui, là encore, va moduler le pronostic, toujours l'aggraver, quelle que soit la surface de la brûlure. La présence d'une inhalation de fumée aggrave le pronostic. La présence d'une comorbidité. Par exemple, ici, on a un enfant qui n'est pas brûlé sur une grosse surface, mais qui a un tracker Collins. Et c'est vrai que ce n'est pas de chance. Et que donc, celui-là, il faut qu'il soit pris en charge dans un centre spécialisé. Je vous ai mis ici la fiche pratique, l'algorithme issu des recommandations de pratiques professionnelles qui ont été faites par l'ASFAR en 2019, qui sont très bien faites. C'est la fiche pédiatrique. Et qu'est-ce qu'on y dit? Eh bien, en fait, alors bon, ça, c'est le carré rouge. Finalement, oui, le grand brûlé, c'est en gros quand c'est grave, quoi. Mais surtout, vous avez ici la notion de brûlé grave particulière à la pédiatrie, parce que chez l'adulte, on dit un brûlé grave, c'est un brûlé de plus de 30%. Chez l'enfant, un brûlé grave, vous voyez, eh bien, d'abord, il va nécessiter impérativement un transfert dans une réanimation spécialisée. Et des réanimations spécialisées, il n'y en a pas beaucoup, il y en a même très peu en France. Et vous voyez que eh bien, les critères sont très larges, puisqu'il suffit que la brûlure soit supérieure à la surface brûlée soit supérieure à 10%, que si c'est du 3e, que ça soit supérieur à 5%. Les localisations à risque, je vous les ai données. La notion d'une brûlure circulaire, vous le savez tous, quand une brûlure est circulaire, il y a un risque d'ischémie en aval de la brûlure. Le fait que ce soit un jeune enfant, et là, on a mis la barre à 1 an, donc tous les nourrissons brûlés, en fait, devraient être dans des centres brûlés quand même à plus de 1%, devraient être dans des centres spécialisés, la présence d'une comorbidité sévère, et puis des brûlures atypiques qui sont rares chez l'enfant, mais qui existent, les brûlures électriques ou les brûlures par caustique, les brûlures chimiques. Bref, je vous conseille si vous avez un moment de doute devant un brûlé, de regarder cette fiche. Alors, les risques de la brûlure, eh bien, évidemment, ils sont en fonction de la gravité, donc en premier lieu de la surface. Donc, ils sont résumés sur cette diapositive. C'est l'infection, finalement, quelle que soit la surface de la brûlure. C'est à partir de 10-20%, surtout à partir de 20%, la survenue d'un CIRS, c'est-à-dire d'une réponse inflammatoire disséminée. Et c'est là que la brûlure, finalement, devient une maladie systémique. Ce n'est pas seulement un problème local. Et puis, après, ce sont des problèmes hémodynamiques, respiratoires. Et plus la brûlure est importante, plus les risques sont importants. Et on sait
qu'il existe un seuil de 60%, c'est-à-dire à 60% et au-delà, eh bien, le pronostic vital change et s'aggrave. Il y a plus de mortalité, donc il y a plus de sepsis et il y a plus de défaillance d'organes. Alors, finalement, est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce qu'il se trouve que la brûlure, c'est une maladie rare. Enfin, c'est un accident rare. La brûlure grave, j'entends. Autant la brûlure de faible surface a une incidence importante, la plupart du temps par eau bouillante. Je ne vous ai pas décliné les causes. Mais voilà ce qui vous donne une idée de l'incidence des brûlés en fonction de la surface atteinte. Donc vous voyez que quand on voit, c'est les malades accueillis à Trousseau en fonction sur 6 ans, et puis en dessous calculé par an. Donc les 10-20%, c'est vrai, il y en a pas mal, il y en a plus de 100 par an, donc on peut acquérir une vraie expérience. Les 20-40, il y en a encore pas mal, il y en a une trentaine par an. Ok. Les 40-60, là, vous voyez déjà que ça devient beaucoup plus rare, puisque même chez nous, qui recevons à peu près la moitié des enfants hospitalisés en centre de traitement des grands brûlés en France le sont à Trousseau, bah même chez nous, entre 40 et 60, il y en a 5 par an. Et à plus de 60%, il y en a 2 par an. Ce qui reflète la difficulté pour des structures qui sont dispersées en France, d'acquérir l'expérience nécessaire pour prendre en charge ces brûlés graves. Et c'est un vrai problème pour les différentes réanimations, en sachant que très souvent, ces enfants, les brûlés graves pédiatriques, sont hospitalisés dans des réanimations polyvalentes qui ont forcément un faible débit. Alors, voici un exemple clinique, un soir où j'étais de garde, ce que j'ai appelé acte 1, 17h30, appel du SAMU 60, brûlure par flamme vers 16h, 4 ans, 20 kilos, affiché 30 à 40%, la localisation assez classique. Inhalation de fumée, finalement, ils ne savent pas. Alors, c'est souvent selon le contexte. Quand c'est un incendie, évidemment, en milieu fermé, de toute façon, en pédiatrie, on ne se pose pas de questions. On leur donne de l'hydroxycobalamine, un chélateur des ions cyanure pour éviter l'intoxication. Bref. Donc, première chose, on donne des conseils téléphoniques au SAMU sur 3 points extrêmement importants. Le contrôle des voies aériennes, les apports hydroélectrolytiques et la sédation. Ensuite, eh bien évidemment, on se prépare à accueillir l'enfant. Et en fait, cet enfant arrive à 20h, c'est-à-dire en fait 4 heures après la brûlure. Et vous le voyez ici, il a été intubé à juste titre. Et lorsqu'on enlève la couverture, eh bien, on trouve une enfant qui, en fait, n'était pas brûlée à 40%, mais à 60%, ce qui veut dire que, d'emblée, les conseils qu'on a donnés en termes d'hydratation étaient insuffisants, et c'est fondamental, l'hydratation dans ce contexte. Il arrive avec une hypothermie, ça c'est un peu comme le traumatisé crânien. Ils sont quasiment tous hypothermes parce que, évidemment, ils ont perdu la régulation thermique et en plus ils sont exposés. Vous avez ici chez cet enfant des brûlures de tous les niveaux, parce qu'en général, c'est très hétérogène, une brûlure, mais il y a beaucoup de 3e degré, puisque vous voyez cette peau là sur le visage, c'est du 3e degré. Ici aussi, là, enfin bref. Et puis surtout, cet enfant, il arrive avec des voies veineuses. On sent qu'ils ont été franchement en difficulté, et c'est vrai que c'est difficile, et c'est quand même la première étape de la réanimation d'un enfant brûlé, c'est de mettre une voie d'abord, puisqu'il va avoir besoin de remplissage important. Et donc, ils ont mis un 24 gauge ici et ils ont mis un cathéter intraosseux. Donc, cet enfant, eh bien, il y a eu une sous-estimation de la surface, des difficultés d'abord veineuses, un retard de remplissage, d'abord lié aux difficultés de voie d'abord, et puis après à une sous-estimation de la brûlure. Donc, il arrive en hypothermie, en hypovolémie, en hypotension. Voilà, ça c'était les chiffres, c'est l'écran qui concerne cet enfant. Et encore, c'est quand on a réussi à récupérer un chiffre de pression artérielle. Parce que le premier objectif, évidemment, quand l'enfant arrive, c'est de récupérer un chiffre de pression artérielle. Alors, voilà, c'est effectivement de restaurer cet état hémodynamique. Donc, on va avoir à le remplir de façon massive. Évidemment, s'il s'agit d'une brûlure étendue, ici, on est sur une brûlure à 60%.
et même un peu plus. Et donc, il va falloir faire un remplissage massif qui va durer 24 à 48 heures. Mais la grosse difficulté, c'est que au-delà de, mettons, à partir de 48 heures, il va falloir freiner de façon très importante ce remplissage parce qu'on se retrouve tout de suite dans les effets du surremplissage et de l'œdème, des œdèmes divers et variés. La formule que l'on utilise pour le remplissage, c'est la formule de Parkland modifiée pour la pédiatrie. Donc vous avez ici, c'est dans tous les docs et notamment dans les RFE, RPP de l'ASFAR. Ça doit apporter ces apports hydroélectrolytiques, inclut à la fois les apports de base classiques qu'on connaît par cœur par le biais de la règle des 4-2-1, et puis les apports liés aux compensations des pertes liées à la brûlure. Eh bien, ces apports, ils sont de 1,5 ml par kilo par surface brûlée que vous devez amener dans les 8 premières heures, et ensuite la même quantité, mais cette fois-ci, on va les étaler sur les 16 heures suivantes. Ça veut dire que c'est remplissage très fort sur les 8 premières heures, puis déjà, on commence légèrement à ralentir sur les 16 heures qui suivent. Sauf que la plupart du temps, les 8 premières heures, on a déjà acquis un retard de remplissage et donc on court derrière. Bref, le soluté qu'on utilise, pour les moins d'1 an, c'est un mélange de soluté balancé, en général c'est du Ringer, associé à du glucosé 5% sans électrolyte. Il faut savoir que ce remplissage important en volume se fait avec des liquides qui sont hypotoniques. D'accord ? Et au-delà de 1 an, on va amener plus de soluté salée balancée de type Ringer que de glucose, comme vous le voyez marqué ici. Et puis, ces enfants arrivent avec des pertes qui sont extrêmement rapides d'albumine, c'est-à-dire que cet enfant, elle a dû arriver avec un chiffre d'albumine à 18 au lieu de 35. Et donc, très vite, on va les compenser en albumine de façon à la maintenir à 30. Donc, voilà. Bien sûr, pour rétablir l'hémodynamique, vous pouvez utiliser des vasoconstructeurs. On utilise soit de l'adrénaline, soit de la noradrénaline. On a suivi la mode, on s'est plutôt mis effectivement à la noradrénaline, même si j'ai toujours un doute, moi, chez le brûlé, parce que il faut préserver il faut préserver, comment dirais-je, il ne faut pas induire plutôt de vasoconstriction cutanée. Donc voilà, mais de toute façon, il faut s'aider d'un vasoconstricteur lorsqu'on est dans le cas que je vous ai montré, c'est-à-dire un collapsus. Donc, les objectifs hémodynamiques, finalement, ils sont assez proches de ce que vous a dit Gilles lorsqu'il n'y a pas de traumatisme crânien, c'est-à-dire nous, on prend le repère pression artérielle moyenne, toujours, comme on vous l'a dit hier dans les RFE, 40 mm de mercure plus 1,5 fois l'âge. C'est facile à retenir, ça ne demande pas d'aller... ça ne demande pas une réflexion intense. Le maintien de la diurèse, c'est des fois assez difficile. Et puis, on utilise la densité urinaire parce que, en fait, on est très pauvre en monitorage. Vous voyez on utilise même le temps de recoloration cutanée. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme monitorage ? Dans ce contexte-là, en général, essentiellement l'échographie cardiaque transthoracique, c'est ce qu'on utilise le plus. Le Doppler œsophagien, on l'utilise assez peu dans ce contexte-là, mais on peut le faire, on pourrait le faire. Mais comme c'est un monitorage à long terme qui va s'étaler sur plusieurs jours, c'est vrai qu'on fait plutôt des échographies ponctuelles. Tout ce qui est hydroélectrolytique, alors la lactatémie est un point important, elle permet d'évaluer de façon indirecte la souffrance cellulaire potentielle. Voilà, le iono, bien sûr. Alors le ionogramme, en fait, l'évolution de la natrémie, de la kaliémie, vous pouvez tout avoir. On peut avoir des brûlés qui sont hyponatrémiques, des brûlés qui sont hypernatrémiques. Pareil pour la kaliémie, il n'y a pas de loi, pas de principe. Donc il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut contrôler régulièrement et adapter les apports, bien sûr. Donc, il y a quand même des écueils dans cette prise en charge. Et les écueils, c'est quoi ? C'est d'une part l'excès de sédation. Et l'excès de sédation, il se voit souvent dans un contexte d'intubation,
puisque le patient, évidemment, c'est impressionnant, un brûlé à 60%, donc on a tendance à vouloir le sédater, à vouloir l'intuber, et on le sédate trop, du coup, on est face à une hypotension qui va surajouter à l'hypovolémie liée à la brûlure, et donc on va remplir, et puis là, on risque, et c'est le gros risque dans la brûlure, alors c'est un risque qui s'étale sur les 48 premières heures, voire après, de tomber dans un cercle vicieux du remplissage, surcharge, détresse respiratoire, ventilation, sédation, etc. Je vais vous le montrer après. Alors, il y a un point extrêmement important, c'est le contrôle des voies aériennes. On a parlé d'hémodynamique parce que finalement, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est le contrôle des voies aériennes. Ce qu'il faut retenir et ce que je voudrais donner comme message, c'est que l'indication de l'intubation trachéale est limitée. C'est-à-dire que c'est rare. D'accord ? Les seules indications, c'est la brûlure de la totalité du visage avec des symptômes de détresse respiratoire ou d'obstruction des voies aériennes. D'accord ? Ou encore éventuellement une brûlure du troisième circulaire au niveau du cou. Mais ce n'est pas parce que l'enfant va être brûlé avec un peu de brûlure sur le cou ou seulement d'un côté qu'il faut l'intuber. Ça, pas du tout, surtout pas même. D'accord ? Par contre, les brûlures très étendues, c'est vrai que quand on se situe au-delà de 50-60%, très souvent, les patients sont intubés pour le confort et l'utilisation là, de la sédation. L'inhalation de fumée, c'est une indication d'intubation dans la mesure où il y a des signes de détresse respiratoire. Et puis, le transport prolongé, oui, c'est vrai, nous, on reçoit beaucoup de patients graves d'outre-mer. Et ceux-là, effectivement, pour le transport en avion, en général, ils arrivent intubés, sédatés et hypotendus, d'ailleurs, dans la majeure partie des cas. Alors, juste pour vous donner une idée de la fréquence de l'intubation qui est rare, une étude qu'on a faite à Trousseau sur 9 ans, où on a regardé les patients admis en réanimation brûlée, 1520 patients inclus. Vous voyez qu'il y a 3,5% des patients qui arrivent intubés. C'est très, très peu. Et par ailleurs, il y en a un tiers qui sont extubés dans les 48 heures, c'est-à-dire qu'il y en a un tiers qui n'avaient pas besoin d'être extubés. Ça, ce sont des chiffres qu'on retrouve dans la littérature. C'est pareil chez l'adulte. Il y a des intubations excessives, et ces intubations excessives, elles sont très délétères. Parce que, évidemment, en termes de complications, notamment en termes de sédation, et là, on peut rentrer simplement dans un cycle sédation, hypovolémie, remplissage, par excès, alors qu'on n'avait pas besoin de l'intubation. Et puis, quand l'intubation est nécessaire et que là, on prévoit qu'elle soit prolongée, en gros, chez les patients qui sont brûlés à 60 et plus, eh bien, vous voyez, ceux-là, effectivement, on n'aime pas trop les laisser avec juste la sonde d'intubation. Ils sont trachéotomisés très, très vite parce que la prise en charge va être très longue. Donc, ils sont trachéotomisés à H48 à peu près et on l'anticipe de façon très précise. Alors, après, là, on est dans l'acte 2, c'est-à-dire à partir de 48 heures, il y a un autre problème qui arrive, et c'est un problème qui va nous gêner beaucoup, beaucoup, c'est le début du CIRS. Et le CIRS, c'est donc les médiateurs inflammatoires qui ont été induits par la brûlure, qui vont être libérés et qui vont induire de façon totalement systémique, c'est-à-dire partout, une altération de la perméabilité microvasculaire avec non seulement une fuite capillaire, c'est-à-dire que les enfants ils vont gonfler, ils vont être en surcharge interstitielle, mais en plus potentiellement une souffrance cellulaire, tissulaire, périphérique. Donc la symptomatologie du CIRS, elle est de toute façon extrêmement simple, puisque c'est la tachypnée, la tachycardie, la fièvre, et puis des variations des globules blancs. Alors, il y a des définitions que je vous ai mis ici, qui sont, dont je vous ai mis le papier ici, qui sont faites en fonction de l'âge, évidemment, puisque tous ces paramètres varient en fonction de l'âge. Voilà, donc plus l'enfant est brûlé grave, plus le CIRS est sévère, mais je dirais que c'est à moitié vrai, ça, parce qu'on peut avoir des enfants brûlés à 15-20% qui se présentent avec un CIRS extrêmement sévère, ce CIRS allant induire des difficultés respiratoires. Donc vous avez ici des exemples, vous avez aussi l'évolution de la fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, température, CRP, et puis ici en parallèle d'ailleurs,
d'ailleurs les plaquettes, les blancs, etc. Donc, vous voyez, c'est un événement qui est très, très net et c'est très fréquent. On avait regardé, il y a à peu près 70% des enfants brûlés à plus de 20% ou de 15%, pardon, qui présentent un CIRS symptomatologique. Donc qu'est-ce qui nous gêne dans le CIRS? Eh bien, c'est le retentissement pulmonaire, très clairement, puisque ces enfants vont être très rapidement, ils peuvent être en détresse respiratoire. C'est surtout aussi la difficulté de différencier le CIRS et l'infection, puisque la première complication de la brûlure, de façon générale, c'est l'infection et c'est aussi la première cause de décès chez le brûlé. Et c'est de savoir si devant ces signes qu'on voit ici, ces signes cliniques, il va falloir le mettre sous antibiotiques ou pas, parce qu'on a une politique très restrictive d'antibiothérapie chez le brûlé pour ne pas induire de résistance, compte tenu du fait que ce sont des prises en charge à long terme. Voilà. Donc, pour ce qui est du poumon, l'objectif, ça va être de limiter le remplissage. Là, on est à H48 et là, on va freiner un maximum le remplissage, voire même, on va administrer des diurétiques très souvent pour effectivement faire en sorte qu'on diminue l'inflation. On va maintenir bien sûr la pression oncotique à l'aide de perfusion d'albumine. Et puis, on va utiliser des supports ventilatoires. Alors, on utilise à peu près tout. La CPAP, l'Optiflow, la VNI, en fonction des enfants et de la localisation des brûlures. Mais vous voyez, même avec une brûlure de la face, on peut faire de la VNI sans problème. Ce garçon aussi, il avait, lui, l'Optiflow. En général, c'est quand même résolutif en 3 à 7 jours, à condition qu'on ait bien déplété l'enfant. Et ça passe presque tout le temps par l'administration de diurétiques. Si ça ne marche pas, eh bien, ça peut mal évoluer. C'est-à-dire qu'on peut être amené à intuber l'enfant et voire même à, de temps en temps, poser l'indication d'ECMO. Et puis, bien sûr, il y a toujours ce risque infectieux qui persiste et qui, de toute façon, est toujours présent à l'esprit et que l'on essaye, avec lequel on essaye de transiger tant qu'on peut éviter les antibiotiques. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre ce problème de cercle vicieux qui est à l'origine de beaucoup de complications, notamment chez les enfants peu brûlés, c'est-à-dire entre 15 et 30%, qui sont pris dans des centres qui n'ont forcément pas l'habitude, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, et donc qui finalement se font piéger dans ce cercle vicieux. Donc, vous avez l'hypotension. Ça, on a bien compris que la brûlure, initialement, ça induisait une hypotension. Ensuite, forcément, on va le remplir, cet enfant, derrière. Du coup, on prend ce risque de surcharge qui survient très facilement. Et vous avez associé à ce risque de surcharge très rapidement également une détresse respiratoire, ce qui induit une nécessité d'intubation à cause de la détresse respiratoire, ce qui induit une sédation, ce qui induit une hypotension. Et on fait le tour comme ça, et ça tourne en rond, et on arrive à l'ECMO. Pour un certain nombre d'enfants, je dis encore peu brûlés, parce que chez le grand brûlé, d'abord ils sont dans les centres qui ont l'habitude, et disons qu'on deal un peu mieux avec ce genre de problème. Se surajoute à ça, bien sûr, le CIRS qui aggrave tous ces phénomènes. Donc vous voyez ce que j'ai mis comme symbole, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un fil et on est sur le fil. Avec un équilibre précaire entre l'utilisation de la déplétion et les vasoconstrictions. Et ça rend les choses assez compliquées. Et c'est vrai que l'expérience là-dedans joue beaucoup. Voilà. Juste ensuite, pour aller rapidement, je regarde ma montre. Ouais. D'accord. Donc, ce qu'il faut de toute façon, après, on n'est plus dans l'aigu, on est dans un autre type de prise en charge que je voulais quand même illustrer parce que c'est le propre de la brûlure. En fait, c'est une course de fond, la prise en charge de la brûlure grave. C'est long. Il faut effectivement les grands pans de cette prise en charge. C'est la lutte anti-infectieuse, vous avez compris, l'analgésie. La stratégie chirurgicale qui est très compliquée chez le jeune enfant gravement brûlé parce qu'on n'a pas de zone donneuse. Donc, il faut anticiper, c'est très compliqué. Il faut trouver des zones donneuses, il faut le temps que ça cicatrise, il faut commander des cellules, etc. Je vous passe tout ça. L'infection, on l'a vu tout à l'heure,
Plus on est invasif, plus on génère de l'infection. Le problème du CIRS, ce qu'il faut, c'est une antisepsie locale rigoureuse pour éviter la colonisation. Nous, on utilise de la chlorhexidine diluée. On limite les choses invasives et puis, bien sûr, on traque les germes où qu'ils soient et on essaye de limiter aussi l'antibiothérapie. Analgésie, sédation, 2 pans importants également qu'on n'a pas le temps de détailler. La douleur, c'est une douleur de fond et une douleur liée aux soins. La difficulté, c'est l'hyperalgésie et c'est la genèse de la douleur chronique. La sédation, c'est parce que ce sont des enfants évidemment stressés dans un contexte difficile en règle générale. Bref, quels sont les produits qu'on utilise? Ceux qui sont encadrés en jaune pour les morphiniques, pour les analgésiques, pardon. On joue beaucoup avec la kétamine chez le brûlé. De toute façon, c'est une drogue extrêmement utilisée, mais on est gêné par les troubles hépatiques induits. On joue beaucoup avec les alpha-2 agonistes également. Et puis avec morphine, rémifentanil, chez nous, on fait la sédation de cette façon. Et pour ce qui est de la sédation, on joue beaucoup, si je puis dire, avec les neuroleptiques, un peu d'antidépresseurs, voilà, de façon globale. On évite, dans la mesure du possible, les benzodiazépines pour éviter le syndrome de sevrage. Donc, on utilisera plutôt des neuroleptiques. Et on évite également les AINS, en tout cas en administration prolongée. Ça peut nous arriver d'en donner de façon extrêmement ponctuelle au début. Donc, en conclusion, vous avez compris que c'est une pathologie. Le grand brûlé, c'est rare. Ça nécessite une expertise à tous les niveaux, médicale, chirurgicale et paramédicale. Ça, c'est extrêmement important aussi. Il faut une équipe paramédicale entraînée. Il faut une prise en charge qui soit raisonnée, sans excès, pas d'excès de remplissage, pas d'excès d'intubation. C'est les 2 excès les plus gênants. La morbidité, elle augmente au-delà d'une surface de 20-25% et la mortalité, elle augmente au-delà de 60%. Les apports hydrolytiques, vous avez compris, massifs au début et restreints ensuite, freinage de façon importante à partir de même H36, H48. Une réponse inflammatoire qui va nous ennuyer et qui va majorer les conséquences de la surcharge. Une infection, toujours c'est permanent, cette préoccupation. Le moins invasif possible dans la mesure du possible, évidemment. L'antisepsie locale, vous avez compris. L'antibiothérapie seulement si on a une infection patente. Alors, je vous ai écrit ça, mais ça nous arrive de mettre des antibiotiques à l'aveugle malgré tout, quand on sent que les choses vont dévisser. Tout ça, évidemment, c'est dans la prise en charge à long terme dont on n'a pas parlé, mais ce sont des points hyper importants. Nutrition entérale précoce, hypermétabolisme, on utilise les bêta-bloquants. Et bien sûr, il y a une composante psychologique et la survenue du PTSD est très fréquente dans cette population, et à la fois d'ailleurs chez les enfants et chez les parents. Et donc, il faut avoir tout un environnement qui puisse offrir un certain support psychologique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle.